J'étais depuis quelque temps à Constance lorsque j'eus le bonheur d'embrasser mon frère. Il avait laissé sa famille à Munich. Il venait me faire une visite. Quelque chose à lui raconter et comme un moment de plaisir fait oublier des souffrances. Je n'étais donc plus seule sur la terre et quelqu'un me gardait un véritable intérêt. Il écouta sans étonnement le récit des nombreux tourments qu'on m'avait suscités, m'apprit toute la haine dont le nom français était l'objet et dont lui-même s'était ressenti. Quoique étranger au dernier événement, il ne me cacha pas que plusieurs libelles contre moi circulant dans l'Allemagne. Il en avait été ulcéré et sans savoir un instant méconnu, sa sœur y gémissait des tons de blâme accumulés sur elle. Puis lui sortit plus de ce chaos. Il avait obtenu toute la justice qu'il méritait, brave, loyal, franc, généreux, incapable de manquer à sa parole, préférant l'honneur à l'éclat du rang, une noble obscurité, un pouvoir mal acquis, et un devoir, une jouissance d'un caractère gai, indulgent, égal et doux, facile pour les plus petites choses de la vie, ferme sur les grandes. Un esprit plus solide que brillant, ses sentiments plus vifs qu'expansifs, un jugement aussi sain que profond, travaillant toujours pour un homme jaloux de son pouvoir. Il prit l'habitude de s'affaisser en quelque sorte et de se tenir dans l'ombre. Oh, l'on ne connaît, l'on admire dans le monde de facultés, qui saillent, qui font éclat. Enfin, je venais de quitter le grand homme et je retrouvais l'homme du bien. Il m'apprit que M. Lavalette était caché près de lui avec la permission du roi de Bavière et nous convînmes qu'au printemps, j'irais voir sa petite famille, qu'il était impatient de me faire connaître. À son départ, je me retrouvais de nouveau livrée à moi-même et les croirait-on environnés de plus de quais. À cette époque, la visite d'un frère ne pouvait paraître naturelle. Il ne sort d'inquiétude qu'à une fenêtre. Jamais les hommes ne se montreront plus poltrons et plus petites qu'à cette époque. J'ai reçu une lettre de M. de Metternich avec un passeport du gouvernement autrichien. Il m'invitait de la part de son souverain à venir m'établir dans ces États où je serais traité avec tous les égards que je méritais. C'était sans doute les gouvernements sur lesquels j'avais dû le plus compter. Mes enfants étaient en cousin du petite-fille de l'empereur d'Autriche, mais s'en souvenait-il encore? N'avait-il pas donné de trop justes causes de se méfier de lui? J'ai pris le parti de refuser pour le moment, ajoutant qu'à Constance, comme dans ses états, j'espérais toujours retrouver son appui. Je préférais, je l'avoue, une liberté inquiète à une prison protectrice. Et d'ailleurs, ma retraite solitaire n'était pas son charme pour moi. Le pays était magnifique. Non loin de la ville se trouvait une petite bois nommée Lorette où j'ai tous les matins faire une promenade. Ces hautes montagnes couvertes de neige qui se reflétaient dans les lacs formaient un point de vue sévère et imposant, tandis que près de nous, les feuilles commençaient à apparaître. La violette se montrait déjà à la nature, s'embellissait chaque jour. Ma principale affaire était d'assister au progrès du printemps, quand mon unique plaisir, c'est à lui de cueillir les fleurs qu'il nous donne. Plus on a se plaindre des hommes, plus on jouit de la nature. Elle se repose là et parvient à adoucir les plus pénibles impressions et toutes les habitudes du luxe et de la grandeur, les créatons, les choses qui me manquaient le plus. Et dont la privation me causait un regret involontaire était un bouquet de roses et de violettes de Parme que tous les matins on me portait de Saint-Leu.
Le but de mes désirs était de posséder ce bois de Lorette, d'y faire bâtir une petite maison et de réunir quelques amis. Je faisais mes plans et comme la laitière de la fontaine, je voyais déjà s'élever une maison bien simple et bien jolie. Je croyais déjà sentir les violettes et les roses que je n'aurais pas manqué d'y planter. Et je me livrais à ces projets avec toute l'ardeur, ton désir que la raison comme les sentiments approuvent. Bientôt j'appris que des autres étaient venus de ne me laisser faire aucune acquisition dans le grand-duché de Bade. Voilà comme les sacrifices deviennent s'étendre aux plus petites comme aux plus grandes choses de la vie. Si jusqu'alors, aucune démarche de ma part n'avait justifié l'opinion conçue par les souverains que je me mêlais de politique en circonstances particulières à but, si elle a été connue d'eux. Donner quelques bases à leur allégation, mais sauver une condamnée politique n'est un acte blâmable qu'aux yeux de partis passionnés. Je reçus d'un banquier la lettre d'une colonelle enfermée dans les prisons de Lyon. Il m'annonçait que le général Mouton de Vernet vouait la mort, pouvait être sauvé si l'on réunissait 100 000 francs qu'exigeait le concierge. Il ne manquait plus que 20 000 pour compléter la somme. Les moments étaient précieux. Le général allait être transporté dans une autre prison et plus d'espoir. Alors, c'était donc avec confiance qu'on s'adressait à mon frère et à moi et qu'on nous suppliait de concourir le plus promptement possible à la délivrance d'un brave militaire. J'expédiai la lettre à mon frère, mais quand la réponse arrivera-t-elle? La moindre retard peut être fatale aux prisonniers. Je n'avais pas d'argent. Je prends le parti d'envoyer un diamant de la valeur de 20 000 francs que je me cache à tous ceux qui m'enterreront comme si j'eusse fait une mauvaise action. Ils s'inquiétaient de la plus petite au monde dont on avait répété que je répondais de l'argent pour soulever le peuple. Qu'aurions-ils dit de ce diamant? Rien ni à moi ne m'arrêtait. Il s'agissait de la vie d'un homme. J'ai reçu deux réponses. L'une de mon frère qui consentait à secourir le prisonnier, l'autre du colonel qui m'accusait de réception de diamants et en même temps m'entretenait des détails politiques, des scènes tragiques du midi, de l'affaire de Grenoble et de l'espoir d'un changement. Cependant, le général Mouton de Vernet est jugé et fusillé. J'écris au banquier de prévenir son correspondant qu'à l'avenir, je ne recevrai pas de lettres d'un pays où je ne puisse être utile au malheur. Le banquier arrive, ma lettre lui ouvre les yeux. Nous étions joués l'un et l'autre par un intrigant auquel ils avaient prêté de l'argent. En lui laissant lire cette espèce de rapport politique qui m'était adressé, on lui avait fait croire que par mon influence éclaterait bientôt en France une heureuse révolution. Le banquier avançait ses fonds sans méfiance. Pour éviter un éclat qui eût compromis mon âme, je fus obligé de compenser une partie de ses pertes.